Au départ de Reykjavik, nous allons effectuer un tour complet de l'île. Nous nous dirigerons vers Stykkishólmur pour prendre le ferry, puis direction les fjords du nord-ouest jusqu'à Ísafjörður. Ensuite, nous longerons le nord de l'île en passant par Akureyri, puis Húsavík. Nous continuerons notre circuit vers Egilsstaðir, Höfn, Jökulsárlón et ses icebergs, et enfin Vík à l'extrémité sud de l'île. Nous remonterons à l'intérieur des terres au Landmannalaugar pour finir par la région de Gésir et retour à Reykjavik au Lagon Bleu. Notre première journée est dédiée à la visite de Reykjavik, située à 250 km au sud du cercle polaire arctique. C'est donc la capitale la plus septentrionale au monde. Elle héberge les 2/3 de la population d'Islande, soit 120 000 personnes environ. Néanmoins, l'ambiance de la ville est globalement calme et très paisible. Après une bonne marche à pied, nous atteignons le centre-ville où les rues sont nettement plus animées. On peut même croiser des ours polaires inoffensifs ou des trolls, personnages mythiques très prisés des Islandais. Un autre décor nous attend avec le petit lac Tjörna. C'est un véritable havre de paix dans la ville. Dans cet espace accueillant, on a dénombré jusqu'à une quarantaine d'espèces d'oiseaux sauvages différents. Au sommet de la colline se dresse l'édifice phare de Reykjavik, l'église luthérienne Hallgrímskirkja. Elle domine la ville avec sa flèche haute de 75 mètres et des courbes qui imitent les orgues basaltiques, nombreuses en Islande. Elle possède également un orgue imposant d'une beauté exceptionnelle. Du sommet du clocher, on a une vue panoramique à 360 degrés sur l'ensemble de la ville et au fond sur le port. Les toitures et les façades des maisons révèlent une palette de couleurs surprenante. Après cette agréable découverte de la ville, nous voilà maintenant sur le port. Sur le port se trouve l'Harpa. C'est un immense complexe qui abrite une salle de concert et un centre de congrès. Il héberge également des restaurants et des bars. Cette sculpture métallique nommée Solfar évoque un bateau viking se dirigeant vers le soleil. De nombreuses échoppes proposent des sorties en mer pour observer les baleines. Nous décidons d'aller tenter notre chance. C'est parti, on embarque. Mais d'abord, il va falloir enfiler la combinaison de sécurité. C'est pas gagné pour Pierre. Finalement, la chance est avec nous. De nombreux rorquals nagent autour de notre bateau. Le spectacle est absolument magnifique. Malheureusement, ces animaux sont encore chassés de nos jours par les Islandais, soi-disant à des fins scientifiques. Une journée bien remplie s'achève, nous sommes vannés. Après cette première journée en solitaire, aujourd'hui nous rejoignons le groupe avec qui nous allons partager ce tour d'Islande. Nous serons accompagnés par Denise, notre guide, et Oli, notre chauffeur.
Notre circuit démarre ce matin en direction de la région nord-ouest de l'Islande, la plus proche du cercle polaire et aussi la plus sauvage de l'île. C'est également dans cette partie du pays que l'on trouve les plus beaux fjords. L'Islandais est un cheval de selle de petite taille qui forme l'unique race chevaline originaire d'Islande. Ces animaux sont vraisemblablement les descendants directs des montures amenées en bateau par les Vikings lors de la colonisation de l'île. Les Runfossar sont formés d'une série de petites cascades qui s'étirent sur environ 1 km. L'eau ruisselle sous un champ de lave et se jette finalement dans la rivière Vita. À l'origine de ce champ de lave, l'éruption d'un volcan situé sous le glacier Langjökull. Un peu en amont se trouve Barnafoss qui signifie la chute des enfants. L'histoire raconte que des enfants qui jouaient sur l'arche de pierre naturelle qui enjambait la rivière tombèrent dans la chute et se noyèrent. À cet endroit, la rivière a la particularité de former de très puissants remous. La source chaude d'Eldartunguver jaillit à une température de 100 degrés. Elle a le débit le plus important d'Europe, avec 180 litres par seconde. Une partie de cette eau est captée et envoyée par aqueduc pour le chauffage urbain géothermique. Le surplus est rejeté dans une rivière située à proximité. Elle sert également à chauffer des serres où poussent des légumes comme ces tomates vendues à l'entrée du site. Nous repartons à présent en direction de Stykkishólmur. Nous traversons des paysages splendides. Olli a la gentillesse de nous arrêter pour tirer quelques photos. En fin d'après-midi, nous arrivons à Stykkishólmur. C'est une charmante bourgade avec de vieilles demeures en bois, située dans la péninsule du Snæfellsnes. Au départ du quai, on accède par un escalier escarpé au sommet de l'îlot de Sud-Gandizé. De là, la vue sur la baie de Breiðafjörður, du port et au loin des montagnes enneigées est superbe. Le phare, situé sur le point culminant, est battu par de très violentes rafales de vent.
Le lendemain matin, nous reprenons la route. Au programme, le tour de la péninsule du Snæfellsnes. À notre arrivée au parc national du Snæfellsjökull, nous avons la chance de pouvoir observer quelques oiseaux. Le parc couvre toute la pointe ouest de la péninsule du Snæfellsnes. Il regorge de curiosités, comme ses sources chaudes et leurs fumerolles qui donnent au paysage un air irréel. Dans cette zone poussent des Mertensia maritima, dont les feuilles ont la particularité d'avoir le goût des huîtres. Nous continuons le long de la côte littorale avec un petit arrêt à Grundarfjörður. Le village, entouré de montagnes enneigées, s'étire au creux d'une vaste baie. Il est dominé par l'imposant mont Kirkjufell aux parois escarpées. La route serpente à présent au milieu d'un immense champ de lave avant de déboucher au pied du volcan Snæfellsjökull. Il constitue le joyau du parc avec sa sublime calotte blanche visible à des kilomètres à la ronde. Nous partons pour une randonnée sur un sentier qui traverse les étendues de lave avec parfois une fenêtre inattendue sur le volcan Snæfellsjökull. Il s'agit ici d'un endroit légendaire où Jules Verne a situé le point de départ de son livre « Voyage au centre de la Terre ». On trouve encore parsemés sur la plage quelques restes d'un chalutier anglais échoué en 1947. La plage de Djúpalón est entourée de formations rocheuses qui donnent un caractère particulier au site. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'endroit idéal pour un pique-nique improvisé à la demande générale. Après cette belle randonnée, nous allons quitter à regret le magnifique parc national du Snæfellsjökull. À Elnar, voici la célèbre grotte Badstofa. Elle est dédiée à la Sainte Vierge car il est dit qu'elle serait apparue ici jadis. Nous voilà repartis pour une nouvelle excursion sur un sentier surplombant l'océan avec des points de vue superbes. Les falaises d'Arnastapi sont un véritable sanctuaire d'oiseaux marins qui nichent dans les falaises. On peut observer sans les déranger des mouettes tridactyles en train de couver dans leur nid. Devant nous, des couples de fulmars boréales.
Cette arche circulaire impressionnante de basalte et de lave se nomme le rocher de Gat-les-Tours. Il a été façonné durant des années par l'océan. Tout près du petit port d'Arnastapi, la statue Bardour est une divinité, à moitié troll, à moitié humain. La petite église en bois noir de Buoir est le point de départ de notre dernière randonnée de cette journée. Dans un décor fabuleux de sable doré, de blocs de lave noire parsemés sur la côte, de dunes de sable fin battues par les vents, avec en toile de fond les eaux cristallines de couleur bleu turquoise de l'océan. Ce matin, nous allons embarquer sur le ferry Baldur à Sticky-Solmur pour effectuer une traversée de la baie avec un arrêt à la petite île de Flatey. Et c'est parti pour 3 heures de navigation. Malgré le vent, le froid et l'humidité, nous résistons sur le pont du ferry pour assister au balai incessant des sternes arctiques qui suivent le bateau. Nous débarquons en fin de matinée à Biandescourt sous une petite pluie glaciale. Le froid s'est intensifié. Denise, en guide expérimenté et attentionné, va vérifier s'il y a du verglas sur la route. Nous arrivons finalement sans encombre à Latrabiarg. Ici, les falaises en aplomb s'étirent sur 14 km le long du littoral. C'est un lieu de vie pour des millions d'oiseaux marins qui nidifient sur les parois. Des guillemots de troll, regroupés en très grand nombre, nichent sur les parois verticales des falaises. Les mouettes tridactyles peu farouches se laissent facilement photographier. Les pingouins tordas scrutent l'horizon depuis leur balcon. Les fulmars boréales s'élancent et planent longuement sur l'océan. Enfin, les plus mignons, les macaremoines, mascottes de l'Islande. Superbe petit oiseau noir et blanc, tout en rondeur, avec des pattes et un gros bec orange. Ils passent le plus clair de leur temps en haute mer. On ne peut les voir sur la terre ferme qu'au moment de la nidification, où ils se regroupent par millions. L'Islande possède la plus grosse population de macaremoines au monde. Ce matin, nous poursuivons notre route vers le nord, le long des fjords de l'ouest. Au bout de la piste, nous découvrons un panorama de toute beauté. L'eau reflète sur le sable orangé comme un miroir. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days.
looking for the summer. Nous traversons des paysages d'une diversité étonnante. La neige, toujours bien présente, cède maintenant la place à une végétation verdoyante. Vacations, how you know so well. Go looking for the summer. En fin de matinée, nous nous arrêtons un moment dans ce petit port pour une pause casse-croûte. Depuis un certain temps, nous roulons sur des pistes plus ou moins cabossées et la neige est toujours omniprésente. The time has come and they must go to play the passion. Nous profitons de ce panorama superbe pour nous dégourdir un peu les jambes avec en toile de fond ce fjord splendide qui pénètre dans les terres. Ces belles touffes de silène à côle en premier plan apportent une touche de couleur à l'ensemble. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other. Cette quantité de neige au bord des routes au mois de juillet est quand même étonnante. Difficile de s'imaginer qu'en ce moment la France vit une canicule terrible avec des températures atteignant les 40 degrés. Nous voilà arrivés à Fjallfoss, la cascade de la montagne. Elle est composée d'une série de 7 chutes, dont la plus grande est nommée Dingjaldi, qu'on peut traduire par étourdissant. La chute d'eau s'écoule depuis le flanc strié du fjord sur une hauteur totale de 100 mètres. Une courte randonnée permet de s'approcher au plus près de la cascade. Sur une piste encadrée par des champs de lupins, nous continuons notre progression toujours plus au nord de l'île. Sous nos yeux, enfin, la petite ville d'Isafjordur, posée au beau milieu d'un fjord, entre la mer et des montagnes tabulaires, dans l'extrême nord-ouest de l'Islande. Ce pêcheur porte l'incontournable et typique pull islandais. Ces pêcheurs bien sympathiques, dont un parle en français, nous expliquent le contenu de leur cargaison du jour. Une balade à pied dans la ville nous permet de découvrir ces jolies maisons entourées de leurs jardinets où pousse le pavot d'Islande.
Nous continuons le long du littoral de la côte nord-ouest jusqu'à Sudavik, installé à l'entrée d'un fjord. Sur cette côte découpée, les fjords se succèdent et rivalisent de beauté. Il règne ici une ambiance féerique et sauvage à la fois. Dans cet environnement exceptionnel, de nombreux phoques ont élu domicile. Ces mammifères, qui sont d'excellents nageurs, passent le plus clair de leur temps en mer. Malgré tout, ils apprécient de longues siestes en groupe, posées sur des rochers le long du rivage. À Sudavik se situe un centre de recherche sur le renard polaire, seul mammifère terrestre natif d'Islande. Nous n'aurons pas l'opportunité d'en apercevoir un seul, mais seulement quelques moutons isolés. En Islande, chaque village possède sa piscine. On ne résiste pas au plaisir de profiter de cette eau chauffée à 38 degrés. On est parti? Alors à 3, vous souriez au maximum. 1, 2, 3. À côté de la piscine, des sternes arctiques couvent leurs œufs dans des nids construits dans l'herbe à même le sol. Elles défendent leur nid avec conviction et n'hésitent pas à piquer les intrus lorsqu'elles sentent un danger. Encore un peu. Non, il n'y arrive pas. Bon, ça suffit. On est pas loin. Nous traversons des zones toujours bien enneigées en direction du fjord Skogafjordur. Ce fjord abrite la deuxième plus grande ville du nord de l'Islande, Sauðárkrókur. Ici aussi, il y a beaucoup de lupins bleus. Ces fleurs ont été plantées au début pour fixer les sols, mais elles commencent à présent à poser un véritable problème à cause de leur prolifération trop généreuse au détriment des pâturages. Cette région est réputée pour être un important centre d'élevage de chevaux. On raconte d'ailleurs que ce serait le seul comté où les chevaux sont plus nombreux que les habitants. Les séchoirs de morues à l'air libre sont en voie de disparition. Il en reste néanmoins encore quelques spécimens par ici. Envoyées en Afrique, les têtes de morue sont réduites en farine pour nourrir le bétail. À quelques kilomètres de distance, cette petite église marque notre arrivée à l'ancienne ferme Glomber, transformée aujourd'hui en musée. Un retour dans le passé avec ces bâtiments qui datent de périodes différentes du XVIIIe et XIXe siècle. Ces constructions traditionnelles sont faites de bois et de tourbe. La toiture est également recouverte de couches de tourbe sur lesquelles pousse du gazon. Cet épais tapis sert à isoler et à imperméabiliser l'édifice. L'inclinaison du toit est parfaitement calculée pour éviter les infiltrations d'eau de pluie.
Cet habitat témoigne de la vie dure que les habitants de l'île pouvaient mener à l'époque. Une partie de cette ferme était encore habitée jusqu'en 1947. Un long couloir central de 22 mètres dessert une quinzaine de petites pièces ayant toutes une fonction différente. La cuisine est la partie la plus ancienne. Des repas pour plus de 20 personnes y étaient préparés. Dans les garde-manger, on collectait la nourriture dans des barils. Dans la Badstofa, partie commune, le fermier, sa famille et les domestiques prenaient leurs repas, travaillaient et dormaient. Cette pièce pouvait accueillir une vingtaine de personnes. Les femmes étaient réparties du côté des fenêtres car leur travail de couture et filage exigeait une meilleure lumière. Une pièce indépendante accueillait la chambre des maîtres. Il y avait également une chambre d'amis. Des vers sont gravés sur la planche de lit qui servait à maintenir la literie. Au volant, il faut être très vigilant. On peut faire des rencontres imprévues sur les routes. La preuve, cet homme tente de canaliser en même temps son chien et ses chèvres. Et c'est pas gagné. Chaque année, des millions de poulains naissent en liberté en pleine nature. Ces poulains suivent leur mère les premiers mois de leur vie. Ensuite, les jeunes sont placés au sein d'un troupeau dans lequel ils apprennent la vie en groupe, ce qui garantit caractère, endurance et force aux chevaux islandais. Ils deviennent adultes vers 6 ou 7 ans. Ce cheval robuste aux couleurs des plus originales aux plus classiques peut vivre jusqu'à 35 ans. Sa gentillesse et sa sociabilité en font un formidable compagnon. Cette route qui serpente le long du littoral nous conduit dans la somptueuse péninsule Trollaskagi, soit la péninsule du Troll. Nous faisons un stop pour apprécier pleinement ce point de vue fantastique. Cette région très montagneuse du nord de l'île comporte plusieurs sommets de plus de 1000 mètres d'altitude recouverts de petits glaciers. Au pied de ces montagnes se trouvent le fjord et un charmant village de pêcheurs, nommés tous deux Siglufjordur. Aujourd'hui, le village est en fête et la fanfare municipale propose un concert sur le port. À Siglufjordur, ce musée retrace l'époque dorée de l'industrie du hareng autrefois. Dans les années 1960, à cause d'une pêche trop intensive et du coup la raréfaction du poisson, ce commerce s'est brutalement effondré. Faute de rentabilité, en 1968, toutes les usines ont fermé. Depuis, chaque été, une fête du hareng célèbre ce souvenir du passé. Pour nous, pas de hareng au menu, mais le fameux yaourt islandais Skyr. Ça c'est Skyr. Très bon ça. Bon prago.
La construction de tunnels a créé une véritable révolution dans les transports et a offert également une route complètement sécurisée. Akureyri, qu'on nomme la capitale du Nord, est également un important port maritime situé à 50 km au sud du cercle polaire. La ville est animée et attire de nombreux touristes grâce aux activités diverses qu'elle propose. Une chèvre un peu spéciale et les trolls attendent patiemment les visiteurs de passage. Le port est un lieu d'escale pour les bateaux de croisière parcourant l'Arctique. Une longue montée d'escalier accède à la cathédrale à la silhouette plutôt austère. Les vitraux du XVe siècle ornaient jadis la cathédrale Coventry en Angleterre. Une mezzanine est occupée par un orgue et le bateau suspendu est une offrande pour les marins locaux. Encore quelques kilomètres avant d'atteindre Godafoss, la cascade des dieux. Cette cascade attire un flot ininterrompu de curieux. Elle se divise en plusieurs rameaux qui se déversent dans un cirque de roches basaltiques. En fin d'après-midi, nous arrivons à Húsavík, avec sa jolie église qui se dresse face au port. Autour de ce charmant port de pêche se concentre toute l'activité. Mais la plus grosse attraction à Húsavík, c'est l'observation des baleines. Notre petit groupe se décide à embarquer pour une sortie en mer. Il faut d'abord trouver la combinaison à la bonne taille, puis, deuxième étape, réussir à l'enfiler. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais c'est fait, nous sommes prêts à partir. Nous avons tous les yeux écarquillés pour ne rien perdre du spectacle. 11 espèces de cétacés visitent les eaux de cette baie, mais certaines y vivent à demeure toute l'année. Notamment la très rare baleine bleue qui a eu la gentillesse de se montrer. C'est le plus grand animal vivant sur la planète, elle peut mesurer jusqu'à 33 mètres. L'été est la meilleure période d'observation car le plancton est abondant et fait affluer les cétacés en grand nombre. Aujourd'hui, il y a pas mal de houle, il faut donc vraiment s'accrocher aux barrières de sécurité. Malgré tout, l'ambiance reste détendue, sous la surveillance quand même de Denise dans son perchoir. Après plusieurs heures de navigation, retour vers la terre ferme et les collines couvertes de lupins. Nouvelle étape aujourd'hui dans cette région qui offre un concentré de phénomènes volcaniques. Nous sommes ici exactement à cheval sur deux continents. La dorsale médio-atlantique est une gigantesque faille qui sépare les plaques tectoniques d'Amérique et d'Europe.
La grotte Grottagia permet d'accéder à l'intérieur de la faille. Sous une coulée de lave s'est formé un lac d'eau chaude vaporeuse d'un merveilleux bleu turquoise. Des sentiers balisés parcourent le site de Dimmu Borgir. Issu d'un phénomène géologique complexe, le spectaculaire champ de lave nommé les Châteaux Noirs s'étend sur 2 km. Il tire son nom des piliers de basalte qui le hérissent. Non loin du site de Dimmu Borgir se trouve le lac Mivat. Il s'est formé après divers épisodes volcaniques. Il y a 2300 ans environ, une coulée de lave a coupé le lit d'une rivière et a formé une retenue naturelle qui a donné naissance au lac. Il s'étend sur 37 km² avec une profondeur moyenne de 2 mètres. On peut voir ici des pseudo-cratères. Ce sont des formations dépourvues de cheminées volcaniques. Ils ont été créés par des explosions de vapeur lors du contact d'une coulée de lave avec l'eau du lac. Lac Mivat veut dire lac des mouches. Son nom vient des nuées d'insectes qui envahissent ses rives en été. Mais tout est prévu, on peut acheter des filets pour se protéger contre les envahisseurs. C'est aussi un paradis pour les ornithologues. On a dénombré jusqu'à 55 espèces d'oiseaux qui se régalent grâce à l'abondance des insectes. En poursuivant la découverte de cette région, nous passons près du bassin aux eaux laiteuses de la centrale géothermique de Bjarnarflag. C'est la plus ancienne d'Islande. Par son importance, la centrale permet d'alimenter une grande partie de la population en électricité. La route traverse le site de la centrale géothermique de Krapla qui produit de l'électricité grâce à la vapeur d'eau qu'elle capte à très haute température. Dans un panorama mystérieux se dresse une montagne jaune-orangée nommée Namafiol. Sa couleur provient des dépôts de soufre issus des sources d'eau chaude. La région regorge de phénomènes géologiques tous plus fascinants les uns que les autres. Dans les champs de lave de l'Ernjökull, un sentier balisé monte vers la colline dans un paysage complètement lunaire. L'ascension est agrémentée par la recherche de ces jolies roches bleutées parsemées sur le sol. Au sommet, le spectacle est saisissant, au moins autant que le vent qui nous pénètre. On domine un vaste champ de lave noire datant de la dernière éruption de 1984. La lave est encore fumante et le sol peut être très chaud par endroits. Les couleurs et contrastes sont étonnants. L'ocre et le jaune apparaissent sur le sol et rappellent la présence du soufre. Les anciennes coulées de lave sont de couleur grise alors que les plus récentes sont d'un noir intense. Sur ce sol tourmenté, la flore a repris sa place, comme ici l'azalée alpine ou la dryade à 8 pétales.
Dans le même secteur volcanique, le cratère Viti s'est formé lors des éruptions de 1724. Il s'est rempli d'un lac, d'une eau de couleur bleu turquoise sublime. Nous redescendons à présent vers le site volcanique de Verir. Les panaches de vapeur et l'odeur du soufre nous accueillent dès l'arrivée. Les solfatares colorent le sol d'un super dégradé de jaune et d'orangé. Les mares de boue bouillonnent comme des marmites et nous rappellent que le magma n'est qu'à 3 km sous la surface terrestre. L'activité du sous-sol est impressionnante. D'ailleurs, des gisements de soufre ont été exploités pour alimenter l'Europe en poudre à canon à partir du XIIIe siècle. Le canyon d'Asbirgi est une curiosité naturelle en forme de fer à cheval, au milieu duquel se trouve un énorme rocher de 25 mètres de hauteur sur 500 mètres de longueur. Au cœur d'une végétation abondante de bouleaux, saules, pins et sorbiers, une petite randonnée nous mène au lac de Botsjorn. Ce lac, au reflet vert émeraude, est un refuge pour de nombreux canards. Ici, une femelle canard siffleur et toute sa petite famille. Une piste plutôt chaotique traverse le parc national Jökulsárgjófur jusqu'à atteindre la rivière glaciaire Jökulsá. De là, un sentier longe le canyon où se trouvent des formations volcaniques impressionnantes. Des orgues basaltiques partent dans tous les sens et forment des figures plutôt étonnantes. Certaines sections, sculptées par l'érosion, évoquent des caractères chinois. Au cœur du parc national Vatnajökull, la cascade d'Étifos, avec ses 100 mètres de largeur, se précipite dans un bruit assourdissant du haut d'une falaise à 45 mètres de hauteur. Avec un débit d'environ 200 mètres cubes par seconde, elle détient le record de cascade la plus puissante d'Europe. Nous avons passé la nuit à Egilsstadir, nous repartons ce matin en direction des fjords de l'Est. Vraiment peu de circulation sur les routes, seuls quelques moutons tentent une traversée périlleuse devant nous. Nous arrivons au village de Fáskrúðsfjörður qui était à la fin du 19e et début du 20e siècle l'un des principaux ports d'attache des marins français. Lors des campagnes de pêche, beaucoup de marins ont perdu la vie. Dans ce cimetière marin, 49 pêcheurs français reposent en paix. Un musée très intéressant retrace les terribles conditions de vie des marins-pêcheurs embarqués sur des goélettes jusque dans les années 1930 pour pêcher la morue dans les eaux islandaises.
Dans des paysages de vallées et de montagnes, notre itinéraire nous conduit en bordure de mer le long de la côte est. Cette région n'est pas très peuplée et seuls quelques rares villages sont disséminés au fond des fjords. On peut voir en passant des bassins d'élevage de saumon. Nous sommes arrivés à Djúpivogur avec son charmant petit port de pêche situé à l'embouchure du fjord Berufjordur. Grâce aux effets du Gulf Stream, cette ville est connue pour la douceur de son climat. Elle détient également le record de température la plus élevée jamais enregistrée de 30,5 degrés. En bord de mer, une œuvre d'art propose la réplique des œufs de 34 oiseaux nicheurs de la région. Dans cet endroit, la nature est préservée. Il existe 2 grandes lagunes qui sont des sanctuaires pour les oiseaux migrateurs. On peut voir aussi des huîtres yépis reconnaissables avec leur bec et leurs pattes oranges, ainsi que des eiders à duvet dont la femelle porte une couleur brune alors que le mâle est noir et blanc. Cet oiseau vit généralement en troupes nombreuses sur les côtes maritimes. La femelle pond une couvée par an dans un nid qu'elle confectionne avec son duvet. Lorsque les petits sont partis, le duvet est récolté pour la confection des vêtements ou édredons. Ce paysage splendide est encadré par des montagnes massives dont les pics culminent à plus de 1000 mètres d'altitude. En fin d'après-midi, nous avons repris la route pour une nouvelle échappée à destination de Hornafjörður. Nous voici arrivés dans la petite ville de Höfn, enfin, en islandais, il faut prononcer Epn. Elle est située à la pointe d'une péninsule sur la côte sud-est, dans le fjord de Hornafjörður. Epn est posée au pied du glacier Vatnajökull et cernée par l'océan et des montagnes escarpées. On peut admirer les langues du glacier, elles semblent tomber dans l'eau à quelques kilomètres seulement du centre du village. Dans le parc national du Vatnajökull se trouve le plus grand glacier d'Islande et même d'Europe, avec une superficie d'environ 12 000 km², c'est-à-dire la taille de la Corse. Au pied du glacier Vatnajökull s'étend une merveille de la nature, la lagune glaciaire Jökulsárlón. D'énormes icebergs détachés de la langue du glacier dérivent dans le lagon glaciaire. Certains icebergs sont colorés de traînées de cendres dues aux éruptions volcaniques. Ce lagon est bien apprécié par les sternes arctiques qui vivent en colonie dans les régions arctiques et subarctiques. Au cours de leur migration, ces oiseaux effectuent un aller-retour d'environ 70 000 km à partir du nord leur aire de reproduction jusqu'au sud en Antarctique où ils hivernent. De ce fait, les sternes arctiques volent pendant 8 mois par an. Au cours de sa longue vie qui peut dépasser 20 ans, un individu moyen aura parcouru à peu près 800 000 km, c'est-à-dire un aller-retour sur la Lune.
des bateaux amphibies proposent des croisières dans le lagon. Même si nous sommes un peu serrés comme des sardines au départ, on peut remarquer que tout le monde arbore un grand sourire. Avec environ 260 mètres de profondeur, le lagon Jökulsárlón est le lac le plus profond d'Islande. Cet énorme iceberg vient juste de se fracturer. Sa couleur bleue intense provient du fait que sa partie interne n'a pas encore été en contact avec l'air. Une autre curiosité, ces énormes glaçons échoués sur la plage de sable noir. Encore un peu plus au sud du glacier Vatnajökull, nous allons voir un autre lac glaciaire, le Fjallasárlón. Il est beaucoup moins touristique que le précédent, pourtant le décor quasi arctique est sublime. Ces immenses étendues de glace qui semblent si calmes et paisibles cachent en réalité plusieurs volcans dont certains sont encore très actifs. Le lagon est dominé par la plus haute montagne d'Islande, dont je renonce définitivement à prononcer le nom. Depuis un sentier escarpé qui longe un autre glacier, le Svínafjallajökull, on a une impressionnante vue sur cet immense champ de glace. Changement d'ambiance pour une balade au cœur du parc national Skagafjall, situé sur les contreforts du Vatnajökull. Les colonnes de basalte hexagonales qui encadrent la cascade Svartifoss font d'elle l'une des plus belles d'Islande. Une autre halte dans un cadre verdoyant de toute beauté, dont le nom du village est imprononçable. Dans un pré à moutons au pied d'une falaise se trouve le Kirkjugolf. Il s'agit du sommet érodé d'un groupe d'orgues basaltiques hexagonales qui évoque un sol d'église pavée. En toute fin de journée, nous grimpons par un sentier très raide le long de la cascade Systrafoss jusqu'à un promontoire dominant toute la vallée.
Sur le sommet se trouve le lac Sistravatn. Le lendemain matin, nous passons par le canon de Fjaðargjufur qui s'étire sur 2 km environ. Un joli sentier longe le sommet de la falaise qui peut atteindre 100 mètres de profondeur par endroit. Nous pénétrons à présent dans un endroit insolite nommé le désert de lave du feu, l'Eldrón. Cette coulée de lave est la plus importante de la planète avec une superficie de 565 km². Elle provient d'une éruption gigantesque du volcan Laki en 1784. Ce désert est couvert d'une épaisse couche de mousse appelée Rhacomitrium. Même longtemps après cet événement dévastateur, on dit que des fantômes hantent toujours les lieux. Nous poursuivons notre voyage toujours plus au sud en direction de Vík. La première chose qu'on remarque en arrivant à Vík, c'est l'imposante falaise qui longe la route et au loin des silhouettes posées sur l'océan. De surprenants récifs de lave se dressent au bord de la plage de sable noir. Ce sont les aiguilles de Reynisdrangar. Selon la légende, il s'agirait de trolls changés en pierre pour l'éternité alors qu'ils tentaient de ramener sur le rivage un navire échoué. L'église qui surplombe le village avec son toit rouge forme un joli contraste avec les collines verdoyantes. L'angélique, superbe, pose en premier plan. Posée sur la plage et encastrée dans la falaise se trouve une grotte encadrée par d'imposantes colonnes de basalte. La régularité de ces formations est vraiment surprenante. À l'intérieur de la grotte, on retrouve les orgues basaltiques sous un aspect bien différent. Cette plage est classée parmi les 10 plus belles du monde. Elle attire de nombreux touristes et même des mariés en pleine séance photo. À côté de Vík, le cap d'Irolae est le point le plus au sud de l'Islande. Cette zone classée réserve naturelle est un paradis pour les oiseaux, notamment pour les macareux qui viennent y nicher. Une visite à ne pas rater à l'écomusée de Skógar. Il abrite une très riche collection d'objets usuels anciens, du plus grand au plus petit, illustrant la vie des Islandais d'autrefois, simples fermiers ou pêcheurs. Il détient entre autres manuscrits
un original de la première Bible islandaise imprimée en 1584. L'autre partie du musée est en plein air. Elle présente des reconstitutions de l'habitat traditionnel islandais en tourbe. Certaines maisons de ce hameau étaient encore habitées jusque dans les années 1970. Ces pavots d'Islande ont trouvé leur place entre les pierres des murs des maisons. Une visite à l'intérieur nous plonge dans l'intimité de la vie des habitants de cette maison d'autrefois. Quelques cavaliers nous escortent un moment dans cet écrin de verdure. À quelques kilomètres seulement, nous découvrons la chute Skogafoss, l'une des plus célèbres et des plus visitées du pays. La rivière Skoga se jette du haut d'une falaise et tombe de 62 mètres dans un bruit assourdissant en formant une chute d'une largeur de 25 mètres. Dès que le soleil brille, un arc-en-ciel, voire même deux, apparaissent devant la cascade. À peine plus loin, la superbe réputation des cascades d'Islande se vérifie encore. Celle-ci s'appelle Seljalandsfoss. Elle se déverse d'un surplomb à 40 mètres de hauteur dans une large vasque. Sa particularité, c'est qu'on peut faire un tour complet de la chute en passant derrière le voile d'eau, mais non sans prendre une bonne douche. Et courir ne change rien à l'affaire. Et pour finir cette journée, quoi de mieux qu'une trempette dans un spa à 38 degrés. Après une bonne nuit de repos, nous voilà partis pour une longue route en direction du massif du Landmannalaugar. Nous avons dû changer d'itinéraire car la route d'accès à cette région est encore fermée à la circulation à cause de la neige. Après des kilomètres de piste, nous voilà plongés dans un décor de carte postale. Nous sommes les yeux écarquillés et les appareils à photo braqués dans un incroyable univers. Le massif concentre des manifestations volcaniques variées dont résulte la richesse des paysages qui semblent peints par petites touches appliquées. C'est parti. Ça commence bien. Dernière étape pour notre petit bus, la traversée chaotique de 2 bras de rivière. C'est l'aventure. C'est toujours notre vieux bus. Qu'est-ce qu'il fait?
Et comme le dit si bien Denise, le Landmannalaugar c'est unique, unique. Nous atteignons enfin le bout de la route et le camp de base qui est le point de départ de toutes les excursions. Différents treks peuvent être programmés sur une ou plusieurs journées, à pied ou même à cheval. Nous avons opté pour un circuit pédestre qui démarre dans une vaste étendue désertique, encerclée de reliefs enneigés et une haute montagne de rhyolite. C'est une roche magmatique riche en silice avec une coloration caractéristique dans les bleus et verts. Nous démarrons le long d'une rivière entre les névés et nous ne sommes pas tout seuls. Après ce passage à plat sans difficulté, chacun prendra un sentier différent selon l'itinéraire choisi. L'ascension débute face au Brennisteinsalda, montagne emblématique du Landmannalaugar, avec sa corne dressée dans le ciel. Un peu plus haut, changement d'ambiance. L'activité volcanique du Landmannalaugar dévoile ici des aspects surprenants. Dans les coulées de lave, des solfatares colorent le sol de façon spectaculaire. Les fumerolles qui s'échappent tout autour de nous créent une atmosphère étrange et féerique. Depuis ce belvédère, nous avons une vue panoramique sur la Laugaronne, la coulée de lave qui s'étend dans la vallée. Les montagnes de rhyolite sont à l'origine de la notoriété du site. Elles sont teintées d'un camailleux de couleurs saisissants, avec en particulier ces dégradés de tons fauves typiques de la région. Cette région est réputée pour être une des plus magnifiques d'Islande. Cette appréciation est vraiment méritée. Nous avons effectué une grande boucle dans le massif. Notre circuit s'achève avec un retour au camp de base sur le versant opposé. Au pied de la montagne, dans une prairie verdoyante, coule un ruisseau alimenté par des sources chaudes où on peut se baigner dans une eau à 38 degrés. Un pur moment de bonheur pour les randonneurs fatigués. Une belle rencontre pour terminer notre superbe escapade au Landmannalaugar, le retour d'un groupe de cavaliers sur leur monture, suivi par une harde de chevaux en liberté. Nous reprenons la route vers le sud-ouest de l'île où le Cercle d'Or nous attend. Ce sont les 3 sites incontournables les plus visités d'Islande.
Le premier site est Gullfoss, dite la chute d'or. De larges cascades plongent en zigzag dans des gorges. L'histoire raconte qu'une femme, Sigríður Tómasdóttir, a consacré une partie de sa vie à lutter contre un projet de construction d'un barrage hydroélectrique. Elle a fini par gagner et ainsi a préservé la beauté de Gullfoss. Gésir, le deuxième site, se trouve au milieu d'une végétation verdoyante et fleurie. La région, réputée pour ses geysers, vit au rythme des vibrations de la Terre. Le plus célèbre d'entre eux, appelé Gésir, qui signifie « celui qui jaillit », a donné son nom à tous les geysers du monde. Hélas, il s'est assoupi et ne se réveille que de manière très épisodique. Ici, une curiosité, 2 bassins communicants dont le premier est rempli d'eau chaude et le second d'eau froide. La vedette incontestée du site est le geyser Strókur. Il entre en éruption toutes les 5 minutes à peu près, en propulsant une puissante colonne d'eau bouillante pouvant grimper jusqu'à 20 mètres de haut. L'attraction principale consiste à saisir la belle bulle bleu turquoise qui se forme au sommet de la colonne d'eau au moment de jaillir. C'est un moment très attendu des spectateurs car aucun autre geyser ne présente cette particularité. Les photographes les plus patients sont quelquefois récompensés car la bulle apparaît en 1 seconde et explose aussitôt. Enfin, le troisième site, c'est le parc national Thingvellir. Il a été le siège de l'un des plus vieux parlements au monde, l'Althing, créé par le peuple viking en 930. Il présente aussi le plus grand intérêt du point de vue géologique, car la plaine volcanique est traversée par un immense fossé d'effondrement qui marque le mouvement de l'écorce terrestre écartelée entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Pour notre dernier jour en Islande, passage obligé à Blue Lagoon. L'eau naturellement riche en sels minéraux, silice et algues bleu-vert donne au lagon cette belle couleur bleu turquoise laiteuse. Les bassins de la station thermale et du lac artificiel sont alimentés par le surplus d'eau de la centrale géothermique. Cette eau est réputée pour ses propriétés curatives, notamment pour les maladies de peau. Se baigner dans le lagon bleu, dans une eau à 40 degrés enveloppée d'un nuage de vapeur, est une expérience à vivre absolument. On ressort de là ressourcé et détendu, avec une peau douce et talquée, comme une peau de bébé.